Salut à toutes et à tous, merci beaucoup d'être à l'écoute. Avant de commencer cet épisode, je voudrais remercier Pulse Protéines qui soutient aujourd'hui Je sais tes podcasts. Alors si vous ne connaissez pas encore Pulse Protéines, eh bien c'est une marque belge qui propose des protéines 100% végétales et bio sous forme de poudre, de barres, de granola. C'est une façon simple d'intégrer plus de protéines de qualité dans son alimentation tout en réduisant sa consommation de protéines animales. Quand on joue régulièrement au tennis ou au paddle, on pense souvent à l'entraînement, à la technique, à la tactique, mais on oublie parfois qu'une partie de notre performance se construit aussi dans notre assiette. Vous le savez peut-être déjà, mais après un match ou une séance d'entraînement, le corps a besoin d'énergie pour récupérer et les protéines jouent justement un rôle hyper important dans cette récupération musculaire. Alors je ne vais pas vous cacher que pendant longtemps, j'ai cru comme beaucoup de monde que les protéines étaient surtout destinées aux bodybuilders, mais pas du tout. En réalité, elles concernent chacun d'entre nous, que vous soyez sportif, parent débordé, actif au bureau ou bien simplement attentif à votre alimentation. Elles ont leur place dans notre quotidien. Donc si vous êtes curieux de découvrir les produits de Pulse Protéines, eh bien je vous invite à jeter un œil à leur site internet pulseprotein.co. Ils proposent notamment des starter packs pour découvrir leurs produits. Merci en tout cas à eux pour leur soutien à Je sais tes podcasts. Et maintenant, place au tennis. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Ce numéro de Je sais tes podcasts est le premier consacré à la saison sur gazon parce que si vous avez décroché du tennis depuis la finale de Roland-Garros dimanche dernier, eh bien sachez que les joueurs, eux, ne connaissent pas de répit. 3 tournois avaient lieu la semaine dernière, le Queens chez les filles, Stuttgart chez les hommes et les tournois ATP et WTA de Rosemallen. 4 champions se sont démarqués, Ben Shelton, Donna Vekic, Camille Mashrak et Robin Montgomery. Cette joueuse américaine de 21 ans n'était pas du tout favorite dans ce tournoi de Rosemallen puisqu'elle était classée 484e mondiale au moment de débuter le tournoi. Elle a disputé les qualifs, elle a fait une très belle semaine et elle a gagné en finale suite au forfait de Barbora Krejcikova. Eh bien, le nouveau coach de Robin Montgomery, Martin Villard, est l'un des invités de ce podcast. Il nous parlera du parcours de cette jeune femme qui a gagné l'US Open chez les juniors, très grand espoir du tennis américain. Vous entendrez également Ruben Bemelmans, le coach d'Alexander Blocks, qui nous donne quelques nouvelles de la cheville d'Alex et de sa rééducation. Et puis en fin de numéro, vous retrouverez également Jeroen Buyens, qui est le directeur du nouveau tournoi ITF de Nivelles, un tournoi qui débute fin juin et qui va s'ajouter à celui du Léo à Bruxelles et de l'Open de Liège. Voilà le beau programme qui vous attend, alors installez-vous confortablement, c'est parti. C'est un tournoi très sympathique qui se déroule à 2 heures à peine de Bruxelles. Le Libema Open de Rosemallen accueille chaque année des grands noms du circuit parce que, comme vous le savez, les tournois sur gazon sont denrées rares et il s'agit du premier de cette maigre série de tournois préparatoires juste avant Wimbledon. Et en plus, cerise sur le gâteau, il y a à la fois un tableau ATP et un tableau WTA. Alors chez les hommes, Félix Auger-Aliassime, tête de série numéro 1 du tournoi, n'a pas réussi à tenir son rang de favori. Le Canadien a été battu dès les quarts de finale par le surprenant polonais Kamil Mashrak, 76e mondial, qui a décroché à 30 ans son tout premier titre sur le circuit ATP. En finale, Kamil Mashrak a fait vaciller le 6e joueur mondial et tête de série numéro 2, Alex de Minaur. Une victoire en 3-7, 6-3, 2-6, 7-6 dans une finale qui a duré près de 2h30. Alors malgré son manque d'expérience à ce niveau-là, le Polonais Mashrak s'est finalement montré le plus fort dans cette finale, lui qui n'avait jamais disputé une rencontre de cette importance sur le circuit. Il avait jusqu'à présent gagné 9 tournois, mais c'était sur le circuit Challenger, donc la 2e division du tennis. Kamil Mashrak aura finalement battu 3 top 10 sur ce tournoi hollandais parce que
avant Alex de Minaur, eh bien, il avait aussi sorti le Russe Daniil Medvedev juste après s'être débarrassé de Félix Auger-Aliassime. Donc des victoires très importantes qui le propulsent d'ailleurs de 29 places au classement mondial ce lundi. Il intègre le top 50 et c'était clairement une des surprises du tournoi, cette élimination en demi-finale de Daniil Medvedev, 7-6, 6-1 par le futur vainqueur Kamil Mashrak. Le Russe avait déjà tiré la langue dès le premier tour face à Bogart, le jeune Hollandais invité par les organisateurs. Et puis en quart de finale, il avait aussi été poussé au 3-7 par Marin Cilic. Donc les temps restent compliqués pour Daniil Medvedev qui enchaîne avec le tournoi de Halle cette semaine. Et justement, un petit mot par rapport à Marin Cilic qui lui a été la bonne surprise du tournoi de Rosmalen avec cette victoire au premier tour face à Denis Shapovalov. Le Croate avait pourtant été mené dans les deuxième et troisième sets, mais il a réussi à s'en sortir. Un joli rappel de toutes ses qualités sur gazon, évidemment, avec un service comme le sien, ça aide. Alors, côté belge, Zizou Bergs a essuyé l'une de ses plus décevantes défaites, sans doute, de la saison face au qualifié australien James McCabe, 233e mondial. C'était un match complètement fou, durant lequel Zizou a eu 2 balles de match à 5-4 dans la manche décisive, mais il n'a malheureusement pas su les concrétiser. En plus, l'Australien a été complètement diminué dans le 3e set parce qu'il s'est blessé le genou sur une glissade à 3-2. On a dû lui apporter une chaise même sur le terrain. On l'a installé près de la ligne du fond parce qu'il ne pouvait plus bouger. Mais je ne sais pas par quel miracle McCabe a quand même trouvé les ressources nécessaires pour s'imposer au bout de 2h41 minutes. Alors c'est extrêmement compliqué de jouer contre quelqu'un comme ça qui est blessé. C'est une torture mentale à tous ceux qui jouent même à notre niveau. Mais c'était quand même l'une des grosses surprises du tournoi de Rosmalen. Et ce joueur australien a été éliminé au tour d'après par le futur vainqueur du tournoi. Donc il y aurait pu avoir de la place pour Zizou Bergs qui était finaliste l'an dernier. Il avait été battu par le Canadien Diallo. C'est dommage, mais il a quand même poursuivi sa route durant toute la semaine en double. Zizou Bergs, il était associé à Arthur Rinderknecht, le français. Les deux hommes se sont inclinés en finale 7-6, 7-6 face à la paire locale Arens-Pell. Pas de premier titre en double donc pour Zizou Bergs. Cette semaine, il est à Halle en Allemagne où il doit affronter au premier tour Taylor Fritz, 9e joueur mondial et l'un des meilleurs joueurs sur gazon du circuit. Donc gros challenge en vue pour notre numéro 2 belge. C'est prévu pour mercredi. Mais ce lundi, Zizou jouait déjà en double. Oui, il a l'air d'y prendre goût. Cette fois aux côtés d'Alexander Bublik. Et ils ne sont pas passés loin du tout d'un exploit face à Melo, le Brésilien, grand spécialiste du double, et Alexander Zverev, numéro 3 mondial. Bublik et Bergs se sont finalement inclinés 10-5 au super tie-break. Donc cruelle défaite, mais petite mise en jambe pour Zizou avant son gros match contre Taylor Fritz. Et tant que nous sommes dans les nouvelles belges, eh bien sachez qu'après son beau parcours à Roland-Garros, Raphaël Collignon s'est un petit peu reposé et il a choisi de faire son retour sur le gazon de Halle, lui aussi. Comme c'est un ATP 500 très relevé, il a dû passer par les qualifications où il a franchi 2 tours sans perdre de 7. Le premier face à Aziz Dougaz et le deuxième contre Bautista Agut. Donc 2 belles victoires assez convaincantes pour Raph qui a hérité de l'Australien Alexei Popyrin au premier tour. Il est programmé ce mardi. Et puis toujours côté belge, j'ai quelques nouvelles pour vous d'Alexander Blokh. La rééducation de notre nouveau numéro 1 belge se passe plutôt bien après sa malheureuse blessure à la cheville suite à une chute dans les bâches de Roland-Garros. On va écouter son coach Ruben Bemmelmans pour en savoir plus. Alexander va bien aussi. On est déjà sur le terrain depuis lundi passé. Et ouais, ça va plutôt bien. Il bouge déjà sur un dur, mais pas encore sur le gazon. On va taper sur le gazon demain à Rosmalen. Mais tout se passe bien et normalement il sera prêt pour Wimbledon sans aucun souci.
Enfin, des bonnes nouvelles après que ça nous ait plombé notre Roland-Garros. Cette blessure d'Alexander Blok, il pouvait aller tellement loin, j'en suis toujours pas remise. Alors, chez les femmes dans ce tournoi de Rosemalen, c'est l'américaine Robin Montgomery, 21 ans, qui a soulevé le trophée. Alors malheureusement, elle n'a pas joué la finale parce qu'elle a profité du forfait de Barbora Krejcikova, vainqueur de Wimbledon en 2024. La Tchèque a expliqué dans un communiqué être malade et ne pas se sentir en état de disputer cette finale. C'est donc Robin Montgomery qui s'est adjugé son premier titre sur le circuit WTA. Classée 484e mondiale, elle était issue des qualifications et avait éliminé Grete Minen au deuxième tour. Je vous propose d'écouter justement la déclaration de Grete juste après cette défaite. J'ai pu me rendre à Rosemalen jeudi dernier pour assister au deuxième tour de nos 3 Belges. C'était 5-3 pour moi, deuxième set, mais je trouvais aussi qu'elle a très bien joué dans ce moment. Elle a bien servi. C'était vraiment difficile de trouver des solutions parce qu'elle sert très bien, elle est gaucher. Donc c'est plus difficile sur gazon aussi. Donc je dois dire aussi bravo à elle parce qu'elle a joué un très bon match, très solide, pas beaucoup de fautes. Et moi, c'est dommage que je ne gagne pas le deuxième set parce que je pense que c'est peut-être un autre match dans le troisième set. Mais sur gazon, ça va vite parfois et c'est dur. Tu avais l'impression d'être au même niveau que l'année passée où tu avais aussi très bien joué ici? Oui, peut-être encore un peu mieux. Je trouvais que j'ai joué 4 bons matchs ici avec un bon niveau. Donc, ça me donne aussi de confiance pour les qualifs de Wimbledon. Donc, je pense que je suis prêt pour jouer à Wimbledon et j'espère que je peux aller loin là-bas. Tu vas encore faire un tournoi avant Wim? Je ne rentre pas dans le tournoi avant parce qu'il n'y a que 2 WTA tournois avant les qualifs. Donc c'est difficile pour moi de rentrer. Donc je vais juste rester ici, je pense, et s'entraîner. Il n'y a pas beaucoup de tournois dans le programme WTA. Comment tu vois les choses? Tu aimerais bien qu'il y en ait plus? Oui, bien sûr. Je pense que c'est pour 50-60 filles qui jouent les qualifs, qui ne sont pas capables de jouer un tournoi parce qu'ils sont trop forts. Donc il n'y a que 2, c'est pas assez, je trouve. Ça devrait mieux s'il y a encore un 125 ou même un ATF, c'est n'importe quoi, quel niveau, mais juste quelque chose on peut jouer avant les qualifs. Et après avoir gagné contre Grete Minen, Robin Montgomery a éliminé l'Ukrainienne Daria Snigur avant de sortir Alia Tomljanovic en demi-finale. Un parcours impressionnant pour cette Américaine de 21 ans, très puissante et coachée depuis quelques mois par l'Argentin Martin Villar, ex-entraîneur de Diane Parry. J'ai eu l'occasion de le rencontrer dans les tribunes de Rosemalen lors de ce match face à Grete Minen et je lui ai demandé après qu'il ait remporté ce premier titre aux côtés de Montgomery de nous dire un peu plus sur cette jeune américaine qui avait gagné l'US Open Junior en 2021 en simple et en double. Je vous laisse découvrir cette interview de Martine Villar. Merci beaucoup Martine de m'accorder un peu de temps. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Tu es déjà venue dans Je sais tes podcasts nous parler quand tu travaillais avec la Française Diane Parry. Je dis nous parce que Philippe Dehaze était avec nous lors de ce podcast que vous pouvez évidemment, les auditeurs, si ça vous intéresse, retrouver sur Spotify ou toutes les plateformes. Martine, depuis combien de temps est-ce que tu travailles avec Robin Montgomery? J'ai commencé avec Robin le mois de novembre l'année passée. On croyait qu'on allait jouer beaucoup plus tôt, mais les choses n'étaient pas faciles. Elle avait toujours un peu mal au poignet. C'était les poignets droites et les gauchères, mais ça dérangeait encore. Alors on a commencé à faire beaucoup de travail des jambes, beaucoup de travail avec son coup droit, son service, la volée, mais on ne pouvait pas jouer le revers. On a fait beaucoup de slices. On a essayé d'incorporer des détails dans son jeu, mais les revers, on a commencé très doucement avec des balles, ces balles des enfants. C'est des balles sans pression. On commençait à faire, 5 minutes, 10 minutes avec des balles sans pression. Et c'était quoi exactement comme blessure qui l'a écarté aussi longtemps des cours? La blessure, c'était son poignet droite. Elle a dû se faire opérer. Et c'était une chirurgie apparemment facile, mais elle a pris beaucoup de temps. Ça fait 1 an, justement, à Wimbledon. Alors, c'est pour ça que son ranking est tombé complètement. Et puis,
C'était beaucoup plus long de ce qui était prévu. Alors, tu vois, c'est loin de la compétition. On s'est fait aussi si elle pouvait revenir ou non, tu vois, surtout elle, hein, tu vois, elle est très très jeune. Alors c'est la première fois qu'elle s'arrête tellement longtemps et puis bon, c'était pas facile. Alors maintenant ça aide beaucoup pour pouvoir retrouver un peu la confiance. Bah oui, un titre, que demander de mieux? Et comment tu l'as rencontrée, cette joueuse? Parce que toi, tu es basé en Espagne depuis des années et elle est américaine. On se connaissait déjà parce que quand j'étais avec Diane, on avait joué une demi-finale à Montevideo. Et j'étais assez étonné par son jeu, j'ai bien aimé. Et bon, quand on termine avec Diane, j'avais déjà reçu des messages. Tous les agents, à la fin de la saison, ils t'envoient des messages, ils te demandent qu'est-ce que tu vas faire l'année suivante. Et puis bon, j'avais quelques possibilités. Et je n'étais pas sûr de ce que je voulais faire, mais c'est une fille avec un sourire magnifique, tu vois. C'est une fille assez innocente, assez transparente. Alors, moi, j'étais presque sûr déjà de prendre une autre possibilité, mais on a commencé à parler avec elle par message, comme ça. Je lui ai demandé comment c'était après la chirurgie et tout. Et 10 minutes après, c'était son agent qui m'a téléphoné. Il m'a dit, écoute, elle est très intéressée à pouvoir initier une collaboration avec toi. Et puis, elle m'a dit qu'elle était super motivée, super contente. Et puis, bon, on s'est arrangé tout de suite, sans douter, parce que vraiment, c'est une fille que j'imagine que si elle fait les choses un peu bien, normal, et elle n'a pas de problème de santé, elle sera très forte. Mais elle évoluait déjà à un très bon niveau avant qu'elle se blesse. Avant la blessure, elle était déjà top 100. Je crois qu'elle était 90 ou quelque chose comme ça, mais à 20 ans. Elle était très bonne comme junior. Elle avait gagné les US Open junior simple double la même année. Et puis, elle a toujours eu quelques petits problèmes avec les genoux aussi. Une fois, ça lui dérangeait. Je sais pas exactement pourquoi, mais elle a eu quelques blessures. Elle a dû s'arrêter quelques fois. Mais maintenant, c'est très important de la maintenir bien physiquement. C'est une fille grande, c'est une fille avec un grand service qui tape la balle très propre. Alors, à mon avis, c'est un jeu qu'elle doit avoir les choses très très claires pour être très agressive tout le temps, prendre l'initiative. Et puis, c'est pas une fille qui va jouer des longs points, non. Alors, c'est une fille qui doit attaquer tout le temps, trouver la possibilité d'attaquer avec son service et même avec son retour. Et pour ça, c'est très important de travailler un peu l'explosivité pour pouvoir arriver bien placé à la balle et puis pouvoir utiliser ses armes. Cette semaine, elle a joué contre Grete Minen au deuxième tour qu'on vient d'entendre. Match remporté 6-4, 7-6. Quelle est ton analyse de cette rencontre? Le match contre Grete, c'était un match très serré. À mon avis, c'était à 50% pour toutes les deux. Heureusement pour Robin, elle a très très bien servi. Grete, c'est une fille très dangereuse, surtout sur gazon. Alors, c'était un match d'une très bonne qualité, à mon avis. Première manche, surtout. Robin, elle a eu la chance de pouvoir s'en sortir. Et puis, deuxième manche, elle menait 3-1. Et elle a eu la possibilité, parce que Grete, elle doutait un petit peu, elle a eu la possibilité de pouvoir s'échapper 4-1. Et à mon avis, c'était un peu déjà la fin du match. Mais Grete, elle a continué. Robin, peut-être là, pensait un peu trop là. Et puis, tout à coup, elle a perdu quelques jeux. Elle s'est trouvée à 3-5. Et là-bas, vraiment, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi à sortir un jeu vraiment très, très fort. Elle a très, très bien servi là-bas. Et ça, c'est quelque chose qu'on a parlé même avec Grete, non? Après le match, Grete, c'est une fille magnifique. Je la connais depuis très longtemps. C'est une fille très gentille, très bien élevée,
un peu distante peut-être, un peu, je ne sais pas si elle est timide ou quoi, mais c'est une fille que chaque fois que je la vois, elle est très bien élevée. Après le match, elle est venue me féliciter. Tu vois, c'est quelqu'un très honnête. Ça se voit même quand je la vois dans les tournois. Elle fait une vie un peu à côté, tranquille. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui sait prendre pour quelque chose de trop spécial. Tu vois, c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est quelqu'un de très humble, c'est très normal, disons. Dans un monde des fous, c'est une fille avec qui tu peux parler, tu vois qu'elle est tranquille, elle voyage avec son chien, tu vois, c'est une vie à côté qui est... Ça se voit qu'elle est assez équilibrée dans sa vie et moi j'aime bien ça. Et bon, on a parlé, après le match, elle est venue me parler, tu vois, que ça c'est quelque chose que justement après le match, on n'est pas trop à l'aise, mais elle est venue, tu vois, me dire justement qu'elle avait vu si Robin, elle continuait comme ça, elle pouvait aller très très loin. Et ça, c'est quelque chose que c'est très, très gentil à dire, non? C'est une fille qui joue très très bien. C'est une fille que je ne sais pas l'histoire de Grete, si elle a eu des blessures ou pas. Mais c'est quelqu'un qui était toujours là-bas et c'est très difficile à battre. Oui, surtout sur gazon, comme tu dis. Et donc, pour conclure, Martine, j'imagine à quel point ce titre est une satisfaction pour toi après quelques mois de travail avec Robin Montgomery. Et c'est aussi encourageant pour votre travail dans les prochains mois. Je suis content avec ce travail qu'on a fait avec Robin. Vraiment, il manque beaucoup à faire. Il y a eu des moments de ne savoir pas si elle allait revenir. Tu vois, ses poignets a donné beaucoup de problèmes. Et puis, tu sais que quand on s'arrête à cause du poignet, après, chaque fois qu'on commence, on a une autre chose. On a quelques problèmes avec les dos, la jambe, les genoux, la cheville. C'est pas parce qu'on n'est pas habitué à faire l'effort qu'on fait normalement quand on est dans la compétition. Alors maintenant, j'espère que ça va continuer. Je suis content parce qu'elle a fait 6 matchs dans ce tournoi-là. Elle a dû jouer les qualifs. Et chaque fois, elle a amélioré un tout petit peu, avec une très bonne attitude à se battre dans les matchs, mais la qualité du jeu n'était pas la même. Qu'après, après 3-4 matchs, la qualité avait augmenté beaucoup. Et puis voilà, je suis très content avec le travail qu'on a fait. Mais encore, il y a beaucoup à faire. Il n'y a pas des excuses, il n'y a pas des façons de ne pas travailler. Alors finalement, ce que je trouve, c'est que la discipline et le travail, c'est le seul moyen pour pouvoir améliorer. Des fois, c'est difficile de pouvoir parler avec les joueurs parce qu'il y a beaucoup d'émotions, mais on doit toujours essayer d'ajouter quelque chose parce que sinon, on est toujours au même niveau. Améliorer le service, améliorer le slice, améliorer la volée ou quelque chose et essayer d'ajouter des choses parce qu'il y a tout le monde qui essaye d'améliorer. Et puis, si on reste avec les choses qu'on a déjà, on commence à tomber dans le ranking, on commence à ne pas gagner assez de matchs. Voilà, le travail qu'on fait, c'est tous les jours un petit peu essayer d'ajouter des choses et surtout physiquement de la maintenir en santé et aussi essayer de la faire comprendre un peu la façon qu'elle doit avoir son tennis, accepter la situation et puis aussi une chose très importante, c'est maintenir toujours l'attitude et l'esprit des combats. Eh bien, merci beaucoup Martine de m'avoir accordé un peu de temps et au plaisir de te retrouver prochainement au bord des cours. Je te remercie, à bientôt, ciao. Et Robin Montgomery a fait un bond de 290 places au classement WTA cette semaine. Elle est 194e mondiale ce lundi. Et l'Américaine succède au palmarès de Rose Malone à Elise Mertens, éliminée dès le 2e tour par Elena Gabriela Ruse, contre qui la numéro 1 belge n'avait jamais perdu en 4 confrontations. Lors de mon passage à 's-Hertogenbosch cette semaine, eh bien, j'ai pu également recueillir les propos d'Elise Mertens. Comment tu t'es sentie sur le terrain ? Tu n'as pas trouvé les solutions? Non, pas vraiment. Spécialement le premier set, c'était vraiment difficile pour moi. Je n'ai pas vraiment trouvé mon rythme. En tout cas, j'ai vraiment battu dans le deuxième. Je n'ai pas pris mes points là, mes breakpoints. Ouais. Mais j'ai tout donné. Aujourd'hui, ce n'était pas mon jour. Mentalement, j'étais là, mais je n'ai pas vraiment trouvé mon rythme.
Elle a bien joué, hein. Elle a fait un beau match, je pense. Elle n'a pas vraiment donné de points. Elle a bien servi, mais ouais, un peu déçue. Est-ce que le fait que tu étais là pour défendre ton titre a mis un petit peu plus de pression pour toi ? Les pressions positives. Allez, le titre est là pour toujours. Mais oui, un peu de stress, mais pas trop, mais quand même un peu, oui. Je savais qu'elle joue bien. Si elle est en forme, elle joue bien. C'est une joueuse très solide. J'ai joué contre elle l'année passée aussi. Malheureusement, j'ai perdu en deuxième tour. J'ai encore Berlin, Paterbourg et Wimbledon, donc encore quelques matchs sur gazon. Et justement, Elise Mertens a bien débuté son tournoi à Berlin. Elle s'est imposée ce lundi face à Ludmila Samsonova, 37e mondiale. Une victoire 1-6, 6-3, 6-0. Et la troisième et dernière Belge engagée à Rosmalen, c'est Anne van de Winkel. Elle aussi a été éliminée dès le deuxième tour par la future finaliste Barbora Krejcikova. J'avais également recueilli ses impressions juste après cette défaite. Je pense que dans le premier set, j'ai fait un peu trop de fautes directes sur ma service. Je pense qu'elle jouait bien, elle sert bien, mais moi j'ai fait un peu trop de fautes et j'ai donné beaucoup de confiance à elle pour jouer son jeu. Donc je pense que ça c'est un peu dommage parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va passer si tu fais 2-2 ou 3-3 dans le premier set. Donc ça c'est dommage. Et dans le deuxième set, je jouais un peu plus bien. Ouais. Et c'était important pour gagner mes jeux de service. Et j'ai fait ça jusqu'à 4 partout. C'était un jeu long et c'est dommage parce que aussi là, tu ne sais pas quoi va passer si c'est 5-4 pour moi. Mais elle jouait bien sur les moments importants et parfois, moi, j'ai fait un peu trop de fautes là. Et je pense que ça, c'est la différence. Tu es quand même contente de ta semaine avec toutes les victoires que tu as pu avoir ici ? Oui, je pense que c'est une bonne semaine. J'ai joué beaucoup de matchs, beaucoup d'heures sur le gazon. C'est important parce que j'ai pas beaucoup d'expérience sur gazon, donc je pense que c'est une semaine positive, oui. De quelle manière tu vas t'entraîner avant d'aller à Wimbledon ? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si je vais jouer la semaine prochaine. Et si je peux rentrer le tableau la semaine après. Donc, on ne sait pas. Je vais voir avec mon team, oui. Oui, parce que tu avais un petit peu mal au dos dans le deuxième set ? Oui, un petit peu. J'ai fait un mouvement et puis, oui, j'avais un peu mal. Donc, je vais voir avec le physio et on va décider après. Au tournoi WTA 500 du Queen's à Londres, l'événement qui a attiré l'attention de tous n'était pas à suivre du côté du tableau du simple, mais de celui du double, avec le retour très attendu de Serena Williams à 44 ans. 4 ans après l'annonce de sa retraite. L'Américaine était associée à Victoria Mboko pour l'occasion, la jeune Canadienne désormais coachée par Wim Fissette. Malheureusement, la fête a tourné court pour Serena Williams et sa partenaire. Elles n'ont pu jouer qu'un tour. Après ça, Mboko a chuté lors de son premier tour en simple face à Karolina Pliskova. Elle a été contrainte à l'abandon et au forfait pour le quart de finale du double. Victoria Mboko souffre d'une blessure au ligament croisé de son genou gauche. On espère que ça ne sera pas trop long parce qu'elle a déjà été blessée par le passé, la Canadienne. Serena Williams, de son côté, poursuit sa préparation avant Wimbledon. Elle joue au tournoi de Berlin cette semaine aux côtés de Karolina Muchova. Sauf grosse surprise, Serena Williams devrait jouer aux côtés de sa sœur Venus à Wimbledon où elle s'est imposée 14 fois si on combine les tableaux individuels, double dame et double mixte. Le All England Club est clairement son jardin. Mais pour revenir sur ce tournoi du simple dame au Queen's la semaine dernière, il a été remporté par Donna Vekic, ex-demi-finaliste à Wimbledon, donc très habile sur gazon. En finale, elle a battu Emma Raducanu, la chouchoute du public anglais, sur un étrange score de 6-0.
0-7-6. 76e mondial, Vekic a surclassé son adversaire dans la première manche en s'emparant à 3 reprises de son service. Elle était juste impressionnante. Elle était dans la zone de Vekic, comme on dit. Raducanu n'a même pas mal joué. Elle ne pouvait juste rien faire. La Britannique a rapidement réagi dans le deuxième set en breakant à son tour à 2 reprises pour s'envoler à 5-2. Mais Donna Vekic est revenue au contact pour forcer un jeu décisif qu'elle a finalement remporté. C'est vrai qu'en menant 5-2 double break, Emma Raducanu a laissé passer le coche. Elle ne pouvait pas laisser passer cette chance de revenir à un set partout. Mais voilà, elle a quand même très bien joué, Raducanu, dans ce tournoi. Elle a battu 2 top 20, Sorana Cirstea et Ivajovic, et puis elle a atteint la finale sans perdre un seul set. Elle remonte cette semaine vers le top 30 mondial et arrivera à Wimbledon avec certainement plus de confiance qu'il y a quelques mois. Comme quoi, le retour de son coach Andrew Richardson dans sa boxe lui fait beaucoup de bien. C'est avec lui qu'elle avait remporté l'US Open en 2021. Et c'est amusant parce que Donna Vekic retravaille aussi depuis peu avec le coach de son adolescence, de ses 16 ans, David Felgate, bien connu en Angleterre. Il a notamment travaillé aux côtés de Tim Henman et de Xavier Malisse. Des retrouvailles gagnantes donc avec ce 5e titre pour Donna Vekic qui, rappelons-le, est une miraculée de ce tournoi du Queen's puisqu'elle avait perdu au 2e tour des qualifications face à Anna Blinkova, mais elle a été repêchée dans le tableau final en tant que lucky loser après l'abandon de Marta Kostyuk. Vekic qui n'avait plus gagné de tournoi depuis sa victoire à Monterrey en 2023. Et dans ce tableau féminin du Queen's, il fallait aussi épingler la victoire surprenante de Katie Boulter qui a éliminé Elena Rybakina en quart de finale. Magnifique victoire en 3-7 de la Britannique devant son public. Mais la future femme d'Alex de Minaur n'a pas su enchaîner. Elle a été sortie par Donna Vekic justement en demi-finale. Du côté masculin, il y avait également la semaine dernière le Boss Open de Stuttgart où Ben Shelton s'est adjugé son premier titre sur gazon face à son compatriote américain Taylor Fritz, vainqueur du tournoi en 2025. En finale, Ben Shelton s'est superbement remis d'un 2e set difficile pour l'emporter 6-4. 2-6, 6-4. Ben Shelton aura dû en tout cas cravacher cette semaine avant de soulever ce trophée. Il a remporté ses 3 premiers matchs en 3-7, donc il a passé beaucoup de temps sur le court. Il a même sauvé 2 balles de match contre Jiří Lečka dans une demi-finale irrespirable de près de 3 heures où il s'est imposé au terme de 3 jeux décisifs. Il a donc montré une solidité mentale impressionnante tout au long de la semaine, Ben Shelton. Et là aussi, si je peux épingler un petit fait de la semaine, ce sera Alexander Bublik qui a atteint la demi-finale. Il a montré quand même qu'il restait un candidat toujours dangereux pour Wimbledon. Avec ses coups improbables venus de nulle part, il peut surprendre ses adversaires. Donc il faudra le surveiller. Et puis dans ce tournoi de Stuttgart, on soulignera bien entendu la très jolie performance de Gauthier Auclin. Le Belge qui est classé à la 186e place mondiale s'est sorti des qualifications avant de gagner son tout premier match dans le tableau principal d'un tournoi ATP. C'était face à Fabian Marozsan, 61e mondial. Gauthier a finalement été sorti au tour suivant par Giovanni Mpetshi Perricard. Et cette semaine, Gauthier a trébuché au Challenger de Dublin en Irlande. Le Liégeois a été battu par le Français Kyrian Jacquet dans un match très serré. Il a perdu 7-6, 7-6. Et juste avant de vous proposer la dernière rubrique de ce podcast, je voulais aussi vous informer que Jelin van Drome va désormais être suivi par Rick Vleeshouwers, coach néerlandais, ancien entraîneur d'Amanda Anisimova, qui a déjà travaillé par le passé avec Jelin à l'académie de Kim Clijsters quand elle était toute jeune. Il va donc essayer de polir ce diamant brut qu'est Jelin. Elle était accompagnée pendant Roland-Garros de Marion Bartoli, mais c'est vrai que la Française a un agenda très chargé, beaucoup d'obligations médiatiques avec son job de consultante, donc elle ne pouvait pas être présente à temps plein sur le circuit, ce dont a besoin une jeune femme qui arrive comme Jelin van Drome. Et on suivra attentivement cette semaine ce que la Belge fera au WTA 125 de Figueira da Foz au Portugal. Et je vais refermer ce podcast avec une excellente nouvelle pour le tennis belge. Un nouveau tournoi ITF va voir le jour en Belgique cet été, en Brabant wallon. Il s'agit du BOE Tennis
Tennis Trophy, un M25 tournoi doté de $30,000 qui se déroulera du 25 juin au 5 juillet à l'Argaillon à Nivelles. Il a été présenté à la presse cette semaine. Cette compétition s'inscrit dans le calendrier juste après le tournoi ITF du Léo et juste avant le nouveau Challenger 50, l'Open de Liège. Une aubaine pour les joueurs belges qui vont pouvoir jouer 3 semaines d'affilée à domicile. J'ai rencontré le directeur de ce nouveau BOE Tennis Trophy, Jeroen Buyens. Je vous laisse en sa compagnie. On s'est dit, au lieu de chacun organiser plusieurs tournois, pourquoi on n'organise pas chacun un tournoi, rajoute les nouveaux tournois à ceux qui existent déjà. Et comme ça, on s'est mis ensemble avec l'organisation du tournoi de Léo pour créer un mini-circuit, 3 semaines d'affilée. D'abord Uccle, après Nivelles, après Liège. On essaye de faire quelque chose du bien pour le tennis belge. Et en disant ça, on s'est dit, OK, le Belge qui gagnerait le plus de points ATP pendant les 2 M25, il recevra, si besoin, un wildcard qualif dans l'ATP Challenger 50 à Liège. Et c'est quoi l'objectif d'organiser 3 tournois comme ça, coup sur coup, en Belgique, plus ou moins dans la même région? Le but, c'est vraiment d'offrir une plateforme aux jeunes talentueux belges, 3 semaines d'affilée chez eux. Comme ça, ils peuvent éviter de payer des hôtels, prendre des avions et tout ça. Comme ça, ils peuvent rentrer chaque soir chez eux. Et surtout, au niveau timing, pour nous, c'est important parce qu'il y a pas mal de jeunes Belges qui reviennent du college tennis pour jouer des tournois pendant l'été en Belgique ou en Europe. Et comme ça, on leur donne la possibilité de directement jouer quelques semaines à domicile. Et comment votre choix s'est-il porté sur l'Argaillon à Nivelles? Là, dans les discussions, il y avait vraiment la volonté du TPP Brabant d'organiser un tournoi ITF en Brabant wallon. Et vu que TPP Brabant, c'est notre partenaire principal pour cette édition, on a fait un genre de demande aux clubs dans la province pour postuler pour leur candidature. Il restait encore 2-3 clubs qui avaient des terrains aux normes ITF. Et là, on a choisi l'Argaillon parce que Xavier Dauphren, vu qu'il est ex-pro, il fait de ses 25 ans dans le club d'Argaillon. Il organise déjà des tournois ITF, mais pour les juniors. On s'est dit que ce club-ci, ce serait la meilleure plateforme pour nous pour organiser la première édition du BOE Tennis Trophy, mais aussi de mettre une bonne base et de continuer à grandir le tournoi pendant les éditions à venir. Et quels sont les joueurs attendus dans ce tournoi? On a déjà une belle liste des joueurs. Le premier, c'est aussi un Belge, donc ça me fait beaucoup plaisir et j'ai déjà eu contact par WhatsApp et en téléphone avec lui. C'est Kimmer Kopians, qui est actuellement 208e mondial. Et lui, il va disputer les qualifs de Wimbledon la semaine avant et il m'a garanti, si je n'arrive pas en tableau final, je vais jouer à Nivelles parce que là, j'aimerais bien jouer à domicile. Voilà, donc là, on a déjà une garantie d'un joueur qui est quasi top 200. Et quand on regarde la liste, il y a 3 joueurs avec priorité 1 qui sont dans le top 315 et les 8 meilleurs, ce seront des joueurs du top 500. Donc, pour une première édition d'un tournoi M25, ce serait un tableau vraiment de dingue. Et ça, c'est aussi grâce au Challenger 50 qui sera la semaine après à Liège. Donc, comme ça, il y a pas mal de joueurs qui viendront déjà une semaine à Nivelles avant de passer au qualif ou directement au tableau final à Liège. Il y a bien sûr déjà pas mal de demandes de wildcard des joueurs belges pour le tableau final, pour les qualifs. Mais ça, on va en discuter avec Steve Darcy et on va regarder ensemble qui sont les joueurs qui méritent le plus d'avoir un wildcard pour le tableau final et ou pour les qualifs. Donc ça serait vraiment au niveau de mérite sportif, mais aussi où on voit le plus de potentiel. Voilà, il est plus que temps pour moi de vous laisser vaquer à vos occupations. J'espère que vous avez apprécié ce numéro. Je vous précise également que ce dimanche, j'ai publié un numéro, le dernier consacré à Roland Garros, en compagnie de Nathalie, qui est la responsable de la crèche des joueurs et des joueuses de Roland Garros. C'est vraiment un super épisode que vous devriez apprécier, donc n'hésitez pas à aller le retrouver, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Et puis si vous appréciez le contenu que je vous propose, n'oubliez pas de me mettre
mettre quelques petites étoiles, un commentaire sur Spotify, Apple Podcast. N'oubliez pas de me rejoindre également sur mes réseaux sociaux ou bien sur YouTube. C'est très important pour être mieux référencé et donc plus vu par les amateurs de tennis. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve très vite. À bientôt. Ciao, ciao.